J'ai acheté la maison de mes rêves et j'ai invité ma famille pour une pendaison de crémaillère, personne n'est venu. Ils sont tous allés voir la nouvelle voiture de ma sœur à la place. Puis, alors que j'allumais les lumières, mon téléphone a explosé avec un appel de mon père, nous devons parler. Tout de suite. Mon nom est Zoé. J'ai 30 ans. Et voici l'histoire de la façon dont ma propre maison m'a appris qui était vraiment ma famille. J'ai passé 3 semaines à peindre les murs, à récurer les sols et à apprendre à utiliser une perceuse grâce à des tutoriels YouTube. C'était ma première maison, mon rêve. Mais à 17h41 le jour de ma pendaison de crémaillère, ma sœur a posté une photo d'elle avec un tout nouveau SUV, toute notre famille rayonnante à ses côtés. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais célébré les mauvaises personnes toute ma vie. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. L'odeur du chili et du pain de maïs remplissait chaque recoin de ma maison d'artisan de 2 chambres. J'avais passé la matinée à faire mijoter le chili, laissant les épices s'épanouir jusqu'à ce que l'arôme donne l'impression d'un câlin chaleureux. Le pain de maïs, fait maison selon la recette de ma grand-mère, refroidissait sur le comptoir, son dessus doré scintillant de beurre fondu. C'était parfait. Tout était parfait. J'ai marché dans la petite maison, mes pieds nus tapant doucement sur les parquets fraîchement polis. 3 semaines de ma vie avaient été consacrées à ces murs. 3 semaines à récurer les souvenirs des anciens propriétaires, à réparer les trous et à repeindre les éraflures. J'avais veillé tard à regarder des tutoriels sur la façon de réparer un robinet qui fuit et de suspendre un luminaire. Mes phalanges étaient écorchées, mon dos me faisait mal et j'avais de la peinture dans les cheveux. Mais chaque parcelle de cela ressemblait à une victoire. Cette maison n'était pas seulement du bois et des clous. C'était une preuve. Preuve que je pouvais construire quelque chose par moi-même. Sur le petit porche, j'avais accroché des guirlandes lumineuses. Elles projetaient une douce lueur invitante alors que le soleil de l'après-midi commençait à descendre sous l'horizon. La table de ma salle à manger était dressée pour 8 personnes. Mes parents, ma sœur Emma et son petit ami, ma tante et mon oncle, et mon cousin. J'avais même fait des marque-places, écrivant chaque nom de ma plus belle écriture. Chaque chaise représentait une personne que je pensais être un pilier de ma vie. Chaque couvert était un symbole de mon désir de partager ma plus grande réalisation avec eux. À 17h, l'heure officielle de début. Je me tenais près de la fenêtre, mon cœur battant d'un rythme joyeux et nerveux. La rue était calme. Ils sont probablement un peu en retard, me suis-je dit, lissant ma robe pour la 10e fois. À 17h10, j'ai envoyé un message léger au groupe de discussion familiale. Le Chili vous appelle. État? J'ai vu les 3 points apparaître sous le nom de ma sœur, puis disparaître. Pas de réponse. À 17h20, l'anxiété a commencé à faire tourner l'excitation dans mon estomac. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Rien. Aucun appel manqué, aucun SMS expliquant qu'ils étaient bloqués dans les embouteillages. Juste le silence. Je suis retourné à la cuisine et j'ai remué le chili. Le ragoût épais et bouillonnant contrastait fortement avec le neuf froid qui se formait dans mon ventre. Le pain de maïs n'était plus chaud. La glace dans le pichet de thé sucré commençait à fondre. À 17h41, mon téléphone a enfin vibré. Ce n'était pas un appel ou un SMS. C'était une notification d'Instagram. Ma sœur Emma avait posté une nouvelle photo. Mon doigt a tremblé en appuyant sur l'écran. Elle était là, debout sur le parking d'un concessionnaire automobile, les bras grands ouverts dans un geste de pur triomphe. À côté d'elle se trouvait un SUV argenté étincelant, si neuf qu'il avait encore la plaque d'immatriculation temporaire en papier. Un énorme nœud rouge était collé sur le capot. À sa droite se trouvaient mes parents. Maman rayonnante d'une fierté que je n'avais pas vue depuis qu'Emma avait gagné un concours d'orthographe en 3e année. Papa avait son bras autour d'elle, son sourire large et sincère. Ma tante, mon oncle et mon cousin étaient là aussi, applaudissant et tenant un ballon de félicitations. La légende disait, elle est toute à moi. Je n'aurais pas pu le faire sans ma formidable famille qui m'a surprise et m'a aidé à signer les papiers. Le plus beau jour de ma vie. La famille avant tout. J'ai lu la légende encore et encore. Les mots se brouillaient. La famille avant tout. Les noms tagués sur la photo étaient les mêmes noms sur les marque-places posées sur ma table de salle à manger vide. Les commentaires ont commencé à affluer. Maman a écrit, si fière de notre fille.
tu le mérites. Papa a commenté, c'est mon Emma. Le travail acharné paie. Ma tante a ajouté une série d'émojis cœur. Travail acharné. Emma n'avait pas travaillé de façon régulière depuis 5 ans. J'ai regardé de l'écran de mon téléphone aux chaises vides de ma table. J'ai regardé les guirlandes lumineuses scintiller sur le porche. Leur joyeuse lueur ressemblait maintenant à une cruelle blague. Ils n'avaient pas oublié. Ils n'avaient pas été bloqués dans les embouteillages. Ils avaient fait un choix. Ils avaient choisi sa nouvelle voiture plutôt que ma nouvelle maison. Ils avaient choisi son moment plutôt que le mien, comme ils le faisaient toujours. Je me suis effondré sur l'une des chaises vides, le marque-place magnifiquement écrit pour ma mère me fixant. Et dans cette pièce calme, imprégnée de l'odeur du Chili, entourée de preuves d'une fête qui n'aurait jamais lieu, j'ai enfin compris. Je n'avais pas seulement acheté une maison. J'avais acheté un billet au premier rang pour la vérité de ma propre vie. Et la vérité était que je n'avais jamais été l'événement principal. J'étais toujours la personne censée acheter un billet et applaudir quelqu'un d'autre. Dans ma famille, l'amour n'était pas une lumière constante et stable qui réchauffait tout le monde également. C'était un projecteur, et il était presque toujours pointé sur ma sœur cadette, Emma. J'ai passé mon enfance dans l'ombre, apprenant que mon rôle était d'être le décor calme et stable sur lequel elle pouvait briller. Les conditions pour gagner leur affection n'étaient jamais énoncées à voix haute. Mais je les ai apprises à travers 1000 petites coupures. Je me souviens du jour du bulletin scolaire en CM1. J'avais travaillé sans relâche, veillant tard pour mémoriser les tables de multiplication et perfectionner mon écriture cursive. Je suis rentré à la maison, serrant une enveloppe manille immaculée, le cœur gonflé de fierté. J'avais des as partout. Je l'ai tendue à ma mère, mes yeux cherchant sur son visage les louanges que je désirais. Elle y a jeté un coup d'œil, un léger sourire distrait sur les lèvres. « C'est merveilleux, Zoé », a-t-elle dit, son attention dérivant déjà vers la télévision. « C'est ce que nous attendons de toi. » Il n'y a eu aucune célébration, aucune glace, aucun appel à grand-mère pour partager la bonne nouvelle. Mon succès était simplement l'accomplissement d'un devoir. 1 heure plus tard, Emma est rentrée à la maison. Son propre bulletin froissé dans son sac à dos. Elle avait eu principalement des C et un D en mathématiques. Elle a éclaté en larmes, convaincue d'être un échec. Mes parents l'ont assaillie de réconfort. Papa l'a assise à la table de la cuisine, lui parlant de chaque matière, lui disant à quel point elle était intelligente et que les notes ne la définissaient pas. Maman lui a préparé son dessert préféré, du pudding au chocolat avec de la crème fouettée supplémentaire. Nous sommes tellement contents que tu fasses de ton mieux, ma chérie. Maman a roucoulé, lui caressant les cheveux. C'est tout ce qui compte. Je suis restée assise dans les escaliers, les regardant la féliciter pour sa médiocrité alors que mon excellence avait été accueillie par un hochement de tête. C'est la première fois que j'ai compris. Mon mieux était une attente. Son mieux était un miracle. Le schéma s'est répété pendant nos années d'adolescence, surtout en ce qui concernait l'argent. À 16 ans, je voulais une voiture plus que tout. Pas une nouvelle voiture, juste une voiture d'occasion fiable pour me rendre à mon travail à temps partiel et en revenir. Mes parents m'ont dit que l'argent était serré. Si tu veux une voiture, tu devras la gagner toi-même, Zoé, a dit papa. Pas méchamment, mais avec un air de finalité. Ça te forgera le caractère, alors je l'ai fait. J'ai passé tout mon été à travailler comme caissière au supermarché local. J'ai enduré des clients impolis, des tapis roulants collants et le bip incessant et monotone du scanner. J'ai renoncé au week-end avec des amis et aux sorties à la piscine publique. Chaque dollar de mon salaire allait sur un compte d'épargne, mon fonds pour la voiture. À la fin de l'été, j'avais économisé assez pour une berline cabossée mais fonctionnelle, vieille de 10 ans. J'étais immensément fier. 2 ans plus tard, pour le 16e anniversaire d'Emma, mes parents l'ont conduite dehors jusqu'à l'allée où une toute nouvelle voiture compacte l'attendait. Un nœud géant sur son capot, le même genre de nœud qui serait un jour sur son SUV. Elle n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie. Quand j'ai regardé mes parents, une question brûlante dans mes yeux, ma mère a juste souri. Elle n'est juste pas du genre à travailler pendant l'été, tu sais. Ça briserait son esprit. Papa a ajouté, de plus, nous avons obtenu un excellent accord de financement. L'argent qui avait été trop serré pour mon assurance automobile s'était en quelque sorte matérialisé pour son acompte. Quand est venu le temps de l'université,
je savais que j'étais seul. J'ai obtenu une bourse partielle et j'ai travaillé 3 emplois pour couvrir le reste. Ranger des livres à la bibliothèque du campus tôt le matin, servir du café dans un café animé l'après-midi et donner des cours de soutien aux étudiants de première année le soir. Ma vie était un flou de manuels, de caféine et d'épuisement. Je mangeais des nouilles ramen et je comptais chaque centime. Mes parents appelaient mon ambition une obsession de l'argent. Ils m'ont averti que je devenais trop sérieuse, que j'oublierais comment m'amuser. Pendant ce temps, Emma est allée dans une école d'art hors de l'État entièrement financée par des prêts étudiants et nos parents. Elle travaillait rarement. Son flux Instagram était un collage coloré de fêtes, de week-ends et de fournitures d'art coûteuses. Je n'oublierai jamais la nuit où j'étais penché sur mon bureau, étudiant pour un examen brutal de chimie organique, quand une photo d'elle est apparue sur mon téléphone. Elle était à Cabo-San Lucas pour un voyage spontané de vacances de printemps, riant sur une plage, une boisson tropicale à la main. Le voyage, m'a-t-elle dit plus tard, avait été payé avec son remboursement de prêt étudiant. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a juste soupiré avec nostalgie. Oh, être jeune et insouciante. Elle se cherche, Zoé. Tu devrais essayer un jour. Je n'ai jamais rien dit. Je ne me suis jamais plainte. J'ai juste gardé la tête baissée et j'ai travaillé plus dur, croyant qu'un jour mes efforts seraient vus. Je pensais que si je réussissais suffisamment, si je devenais suffisamment stable, il devrait enfin le reconnaître. J'ai appris à rester silencieuse et à laisser Emma briller. Parce que chaque fois que je demandais un peu de lumière pour moi, on me disait que je lui barrais le chemin, jetant une ombre sur son potentiel. Je suis devenue la responsable, la fiable, celle qui ne demandait jamais rien. Et ce faisant, je leur ai appris que je n'avais besoin de rien du tout. Pendant des années après l'université, ma vie a été une routine tranquille de travail et d'épargne. J'ai vécu dans une série de petits appartements exigus avec une plomberie capricieuse et des voisins qui mettaient la musique trop fort. Chaque appartement semblait temporaire, un tremplin. Mon véritable objectif, celui que je tenais fermement dans ma poitrine, était une maison à moi, un endroit avec une porte que je pouvais verrouiller, des murs que je pouvais peindre, et un lopin de terre que je pouvais entretenir. Le chemin vers ce rêve était pavé de sacrifices. Pendant que mes amis partaient en vacances et achetaient de nouvelles voitures, je préparais mon déjeuner à emporter et je respectais un budget si strict qu'il en devenait suffocant. Chaque mois, je transférais une part importante de mon salaire sur un compte d'épargne à haut rendement que j'avais surnommé le « fonds d'évasion ». L'ironie était que pendant que j'épargnais pour mon propre avenir, j'aidais aussi à payer le présent de mes parents. Au moins une fois tous les quelques mois, je recevais un appel. « Zoé, chérie, nous sommes un peu dans le pétrin. » Mon père commençait, sa voix lourde de stress fabriqué. Les impôts fonciers sont plus élevés que prévu. Ou, le chauffe-eau est cassé. Je savais toujours ce qui allait suivre. Je leur transférais quelques centaines, parfois un millier de dollars. Juste le temps de nous remettre à flot, promettait-il. Il ne se remettait jamais à flot. Emma, quant à elle, poursuivait son rêve d'être graphiste indépendante, ce qui signifiait qu'elle était chroniquement sous-employée et vivait toujours à la maison, ne contribuant à rien. Mon argent colmatait les fuites de leur budget que son style de vie créait. J'étais l'investisseur silencieux et méconnu de la famille. Mais j'ai continué à épargner. J'ai vu le chiffre de mon fonds d'évasion grimper lentement au début, puis avec plus d'élan. Le jour où j'ai enfin eu assez pour un acompte de 20% dans ma ville m'a semblé irréel. Je l'avais fait. Malgré tout, j'avais construit une base pour moi-même, par moi-même. La recherche de maison a été épuisante. J'ai été surenchéri sur 3 propriétés différentes. J'ai visité des maisons qui semblaient charmantes en ligne, mais qui sentaient la moisissure et le désespoir en personne. J'ai commencé à perdre espoir. Puis, un mardi pluvieux, mon agent immobilier m'a appelé à propos d'une nouvelle annonce. « C'est petit, Zoé, mais ça a du caractère », a-t-elle dit. Au moment où je l'ai vu, j'ai su que c'était un bungalow d'artisan de 2 chambres peint d'un bleu joyeux mais légèrement délavé. Il avait un large porche avec une balançoire qui grinçait quand on la bougeait. Et dans le petit jardin, un citronnier se dressait fièrement, ses branches chargées de fruits. À l'intérieur, la lumière de l'après-midi traversait les fenêtres, illuminant les poussières dansantes dans l'air. Ce n'était pas parfait. Les planchers avaient besoin d'être refinis et la cuisine était démodée, mais ça semblait solide. Ça semblait être une maison. Ça me semblait être la mienne.
Le processus de clôture fut une montagne de paperasse terrifiante. J'ai signé mon nom tant de fois que ma main a eu des crampes. Remettre ce chèque de banque pour l'acompte fut le moment le plus effrayant et le plus exaltant de ma vie. Lorsque l'avocat a glissé les clés sur la table, je les ai juste fixées. 2 petites clés métalliques sur un simple anneau. C'étaient les clés de mon sanctuaire. J'ai décidé d'annoncer la nouvelle à ma famille lors du dîner du dimanche chez eux. J'étais nerveuse, mais mon excitation a tout éclipsé. J'imaginais qu'ils seraient fiers, peut-être même un peu impressionnés. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré la photo de la maison. Ma mère a regardé l'écran. Ses premiers mots n'ont pas été « félicitations » ou « c'est magnifique ». Ses premiers mots ont été « Y a-t-il une chambre d'amis ? Tu dois t'assurer qu'il y ait une belle chambre d'amis pour ta sœur quand elle vient. » J'ai forcé un rire. Il y a 2 chambres, maman. Mon père m'a tapé sur l'épaule, un geste qui se voulait encourageant, mais qui semblait lourd, possessif. Si fier de toi, Zo. C'est un grand pas, a-t-il commencé. Et pendant une seconde, mon cœur s'est envolé. Puis il a continué, peut-être qu'Emma peut emménager avec toi pendant un certain temps, juste le temps qu'elle s'organise et que son entreprise démarre. Ce serait une aide précieuse. Le sourire sur mon visage a semblé se fissurer. J'ai regardé Emma, qui hochait déjà la tête, comme si l'idée était non seulement logique, mais son droit. Oui, ça pourrait marcher. A-t-elle murmuré. Je pourrais t'aider à décorer. Tu n'as jamais été très doué pour ça. J'ai essayé de garder ma voix légère. Oh, je ne pense pas que ce sera nécessaire. J'ai hâte d'avoir mon propre espace. J'ai ri, faisant semblant que c'était une blague, mais un sentiment froid et lourd s'est installé au fond de mon ventre. Ils n'ont pas vu mon accomplissement. Ils ont vu une ressource. Ils ont vu une nouvelle solution pratique au problème d'Emma. Ma maison n'était pas mon sanctuaire. C'était leur nouveau filet de sécurité. Cette nuit-là, après avoir quitté leur maison, je suis allé chez moi. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré dans les pièces sombres et vides. L'odeur de peinture fraîche et de vieux bois remplissait l'air. C'était ma maison. Mon nom était sur l'acte. Mon argent l'avait payé. Mais alors que je restais là, dans le silence, j'ai ressenti une peur rampante. J'avais construit ces murs pour tenir le monde à distance, mais je commençais à réaliser que la plus grande menace ne venait pas de l'extérieur. Elle venait des personnes même que j'étais sur le point d'inviter. Je me suis lancé dans l'organisation de la pendaison de crémaillère avec une sorte d'optimisme désespéré. Je pense qu'une partie de moi croyait que si je créais la fête parfaite, si je leur montrais à quel point cette maison comptait pour moi, ils devraient me voir. Ils devraient me célébrer. C'était un espoir insensé, mais c'était tout ce que j'avais. J'ai envoyé les invitations un mois à l'avance. Une carte simple et élégante avec une photo de la maison sur le devant. J'ai fait un suivi avec des SMS et des appels. Tout le monde a confirmé. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. Ma mère avait gazouillé au téléphone. Le jour de la fête, j'étais un tourbillon d'activités. Je n'ai pas seulement fait du chili. J'ai fait le genre préféré de mon père avec un peu plus d'épices. Je n'ai pas seulement fait du pain de maïs. Je me suis assuré d'avoir le beurre au miel qu'il aimait tartiner dessus. J'ai acheté la marque de thé glacé pétillant préférée d'Emma, même si je pensais qu'il était trop sucré. J'ai préparé une playlist avec un soin minutieux, mélangeant les hymnes rock des années 80 bien aimés de ma mère avec les tubes pop qu'Emma jouait toujours dans sa voiture. Chaque détail était une petite prière silencieuse. S'il vous plaît, voyez à quel point je tiens à vous. S'il vous plaît, tenez à moi aussi. À 16h30, tout était prêt. La maison était impeccable. Les guirlandes lumineuses sur le porche projetaient une lueur magique alors que le crépuscule commençait à s'installer. Les bougies sur la table à manger étaient allumées, leurs flammes vacillant doucement. J'ai pris une profonde inspiration, l'odeur combinée des aliments mijotés, de la cire fondue et de ma propre excitation nerveuse emplissant mes poumons. J'ai ressenti un frisson d'espoir pur et non falsifié. C'était ça. C'était le moment où ma famille se rassemblerait enfin sous mon toit et verrait ce que j'avais construit. À 17h, je me tenais près de la fenêtre avant, regardant la rue tranquille bordée d'arbres. Mon cœur battait un rythme joyeux contre mes côtes. D'une minute à l'autre, le camion familier de mon père allait tourner le coin. 17h10.
La rue restait vide. Le nœud d'anxiété de ce dîner du dimanche est revenu, un léger serrement dans ma poitrine. Ils sont juste en retard, me suis-je dit. J'ai envoyé le SMS au groupe de discussion. Le Chili vous appelle. État 17h25. Toujours rien. Le silence dans la maison commençait à peser lourd, oppressant. La musique joyeuse de ma playlist soigneusement élaborée sonnait soudainement minuscule et creuse. Je suis allé sur le porche, serrant mes bras contre un froid soudain. La rue était déserte. Un voisin promenait son chien, me faisant un signe de la main amical, et ce simple acte normal a rendu mon isolement encore plus aigu. 17h41. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Une vague de soulagement m'a envahi. C'était probablement ma mère qui appelait pour dire qu'il n'était qu'à quelques minutes. Je l'ai sorti, mon pouce glissant pour déverrouiller l'écran, mais ce n'était pas un appel. C'était la notification Instagram. L'image remplissait mon écran, lumineuse et douloureusement claire. Il y avait Emma, son visage fendu d'un sourire triomphant. Il y avait le nouveau SUV brillant. Et il y avait toute ma famille réunie autour d'elle comme si elle était une reine tenant sa cour. Le bras de ma mère était étroitement enroulé autour des épaules d'Emma, son visage rayonnant d'une fierté que je n'avais jamais vue dirigée que vers ma sœur. Mon père se tenait de l'autre côté d'Emma, la regardant avec une expression de pure adoration. Le genre de regard qu'un père donne à son enfant quand il a fait quelque chose de vraiment remarquable. Un regard qu'il ne m'avait jamais, pas une seule fois, donné. Mes yeux ont parcouru la photo, absorbant chaque détail dévastateur. Ma tante tenant le ballon, mon cousin levant le pouce, le nœud rouge sur le capot de la voiture. Ils n'étaient pas juste chez le concessionnaire. Ils avaient planifié ça. La surprise, la célébration. C'était un événement. Un événement qui se déroulait exactement au même moment où ils étaient censés être chez moi. Le téléphone semblait incroyablement lourd dans ma main. Ma vision a commencé à se brouiller, les couleurs vibrantes de la photo nageant devant mes yeux. Une vague de nausée m'a traversé. Ils n'avaient pas juste oublié. Ils n'avaient pas juste été en retard. Ils avaient reçu mon invitation, dit oui, puis consciemment et délibérément choisi d'aller ailleurs. Ils avaient choisi de célébrer un achat, une chose, plutôt qu'une maison, une vie que j'avais construite de toutes pièces. Je suis rentré en titubant et me suis effondré sur le canapé. L'odeur du Chili, autrefois si chaleureuse et invitante, était maintenant épaisse et écœurante. Sur la cuisinière, je pouvais l'entendre bouillonner, collé au fond de la casserole, commençant à brûler. Le son correspondait parfaitement au sentiment dans ma poitrine. Quelque chose de bon et d'optimiste était en train d'être carbonisé en un désordre amer. Je suis resté assise dans l'obscurité grandissante, sans prendre la peine d'allumer les lumières. La seule illumination provenait du scintillement moqueur des guirlandes lumineuses sur le porche. J'étais complètement, absolument seul dans une maison qui était censée être pleine de rire et de famille. La fête n'était pas seulement vide. C'était un cimetière de mes propres espoirs. Pendant l'heure et demie suivante, je n'ai pas bougé. Je suis resté assise sur mon nouveau canapé dans ma nouvelle maison et j'ai laissé le silence m'engloutir. La maison est devenue sombre autour de moi. L'odeur de chili brûlé était un épais nuage acre dans l'air. Je n'ai pas nettoyé. Je n'ai pas éteint la cuisinière. Je suis juste resté assise là. La photo Instagram brûlait sur le revers de mes paupières. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais leur visage souriant. Un portrait de famille parfait avec une personne manifestement manquante. Moi. Le choc initial et la blessure ont commencé à se refroidir et à durcir en quelque chose d'autre. Quelque chose de froid et d'aigu. La colère. Une rage profonde et silencieuse a commencé à se dénouer dans mon estomac. Comment osait-il? Comment osait-il accepter mon invitation? Me laisser cuisiner et nettoyer et préparer. Me laisser rester ici à attendre tout en célébrant Emma. Le manque de respect était si profond, si complet, qu'il en était presque stupéfiant. Ce n'était plus juste de la négligence. C'était un acte délibéré d'effacement. À exactement 19h01, mon téléphone, qui était resté sombre et silencieux sur le coussin à côté de moi, s'est allumé et a commencé à vibrer. L'écran affichait « Papa ». Pendant une fraction de seconde, un morceau stupide et têtu de mon cœur a espéré. Peut-être que c'étaient les excuses.
Peut-être qu'ils avaient réalisé ce qu'ils avaient fait et appelaient. Plein de regrets. J'ai pris une respiration tremblante, j'ai glissé pour répondre et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Allô, ai-je dit. Ma voix était rauque. Zoé. La voix de mon père est passée par la ligne, rapide et professionnelle. Il n'y avait aucune chaleur, aucune trace d'excuse. Il n'a pas demandé où j'étais. Il n'a pas mentionné la pendaison de crémaillère. Il avait l'air d'appeler pour une facture de service public. Nous devons parler de ta maison, a-t-il dit, allant droit au but. Mon cœur, qui avait bêtement bondi d'espoir, est tombé dans mon estomac comme une pierre. À propos de quoi, ai-je demandé, ma voix plate. Eh bien, a-t-il commencé, et j'ai entendu le froissement de papier en arrière-plan. L'immatriculation de la voiture d'Emma est un peu compliquée. Son crédit n'est pas excellent, donc l'assurance est exorbitante. Nous allons utiliser ton adresse pour immatriculer la voiture pour l'instant. Ça lui fera économiser une tonne d'argent. Ce n'est pas grave. Je suis resté silencieuse un long moment, traitant l'audace pure de ses paroles. Ils ont manqué ma pendaison de crémaillère pour lui acheter une voiture. Et maintenant, ils veulent utiliser ma nouvelle maison pour commettre une fraude à l'assurance pour cette même voiture. La colère que je ressentais s'est aiguisée en une pointe fine et dangereuse. Non, ai-je dit, non. Que veux-tu dire par non? Je veux dire non. C'est de la fraude, papa. Il a laissé échapper un rire court et sec. Ce n'était pas un rire d'amusement. C'était un rire de dérision. Celui qu'il utilisait toujours quand il pensait que j'étais difficile ou dramatique. Oh, Zoé, a-t-il dit, son ton dégoulinant de condescendance. Tu rends toujours les choses si compliquées. C'est un morceau de papier. Ta famille. Tu es censé aider ta sœur. C'est alors que quelque chose en moi a craqué. Les années de ressentiment silencieux, d'avaler ma déception, de rester dans l'ombre, tout cela s'est coalescé en un seul instant de clarté aveuglante. Les mots qu'il utilisait, famille, aide, compliqué. J'ai soudainement compris ce qu'ils signifiaient vraiment. Famille signifiait une obligation à sens unique qui allait de moi à eux. Aide signifiait sacrifier mes propres besoins et limites pour les désirs d'Emma. Et compliqué était ce qu'ils appelaient cela. Chaque fois que j'osais avoir une opinion ou un désir propre. Sois une bonne sœur, a-t-il ordonné, sa voix devenant dure. C'est ce que fait la famille. Une bonne sœur, ai-je répété. Ma propre voix dangereusement calme. Une bonne sœur qui organise une fête où personne ne vient. Une bonne sœur dont la famille choisit une voiture plutôt que sa maison. Est-ce la sœur que tu veux que je sois? Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. Je ne lui avais jamais parlé comme ça auparavant. Ne sois pas si dramatique, a-t-il finalement bredouillé. Mais la confiance avait disparu de sa voix. Je ne suis pas dramatique, ai-je dit, et j'ai ressenti un étrange sentiment de calme m'envahir. Le calme qui vient après que la tempête ait déjà tout détruit. J'en ai fini. N'utilise pas mon adresse pour quoi que ce soit. Nous pourrons parler quand tu auras trouvé comment t'excuser. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai mis fin à l'appel. Je me suis levé et je suis allé dans la cuisine. J'ai éteint la cuisinière et j'ai regardé la casserole de chili gâchée. L'appel téléphonique n'avait pas été des excuses. C'était une facture. C'était le prix de ma nouvelle vie, de ma nouvelle maison. Ils me disaient que le prix de mon indépendance était leur commodité. Ils avaient vu ma belle nouvelle maison non pas comme un foyer à célébrer, mais comme un nouvel atout à exploiter. La douleur de leur absence était toujours là, une douleur profonde et lancinante. Mais maintenant, elle était mélangée à un nouveau sentiment, la résolution. Ils m'avaient poussé trop loin. Ils avaient confondu mon silence avec de la faiblesse. Et pour la première fois de mes 30 ans, j'étais prête à leur montrer à quel point ils se trompaient. Le matin après l'appel téléphonique, je me suis réveillé avec une gueule de bois, bien que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Mon corps me faisait mal avec une étrange combinaison d'épuisement et d'une énergie tendue et électrique. La maison était silencieuse, mais mon esprit criait. J'avais rejoué la conversation avec mon père 100 fois, chaque relecture solidifiant la résolution froide et dure qui se formait dans ma poitrine. Pour la première fois, je ne m'étais pas excusé. Je n'avais pas reculé. Et le sentiment était à la fois terrifiant et enivrant. Je me tenais au bord d'une falaise,
et si une partie de moi avait peur de la chute, une autre partie était hypnotisée par la vue. J'ai passé la matinée à nettoyer. J'ai récuré la casserole de chili brûlée avec vengeance, grattant le désordre noirci jusqu'à ce que l'acier inoxydable brille à nouveau. J'ai jeté le pain de maïs froid et non mangé et j'ai versé le pichet de thé glacé dilué dans l'évier. C'était un rituel d'effacement. Je purifiais ma maison de la fête qui n'avait jamais eu lieu, effaçant le résidu de mes propres espoirs brisés. À chaque coup d'éponge, je me sentais un peu plus forte, un peu plus en contrôle. Vers 10 heures, juste au moment où j'essuyais le dernier des comptoirs, la sonnette a retenti. Le son était si inattendu qu'il m'a fait sursauter, mon cœur battant instantanément contre mes côtes. Je n'attendais personne. Mes nouveaux amis, mes collègues, ne connaissaient pas encore mon adresse. Une froide terreur m'a envahi. Je me suis glissé jusqu'à la fenêtre avant et j'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. Le camion de mon père était garé au bord du trottoir et ils étaient tous là, marchant sur mon allée fraîchement pavée comme s'ils en étaient propriétaires. Mon père, ma mère et Emma. Ils n'étaient pas en colère ou désolés. Ils souriaient. Ils ressemblaient à une famille parfaitement normale venant pour une agréable visite matinale. Le décalage entre leur comportement joyeux et le venin de l'appel téléphonique de la veille était si déconcertant que cela m'a donné le vertige. C'était leur tactique, celle qu'ils avaient utilisée toute ma vie, faire comme si le conflit n'avait jamais eu lieu et simplement aller de l'avant comme si leur volonté était déjà faite. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre. Je pouvais me cacher, faire semblant de ne pas être à la maison et attendre qu'ils partent, mais l'idée a disparu aussi vite qu'elle est venue. Non, j'en avais fini de me cacher. J'avais nettoyé ma maison, et maintenant je la défendrais. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. « Salut », ai-je dit, ma voix ne trahissant aucun des troubles que je ressentais à l'intérieur. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ouvert la porte plus grand pour les inviter à entrer. Je suis resté ferme sur le seuil. « Zoé, chérie, tu es à la maison. » Ma mère a gazouillé, me dépassant pour entrer dans l'entrée. Elle m'a tendu une bougie parfumée dans un pot en verre. L'étiquette disait « Bienvenue à la maison ». C'était le genre de cadeau générique de dernière minute que l'on achète dans une pharmacie. Nous voulions venir voir l'endroit à la lumière du jour. C'est mignon. Elle a balayé le salon du regard, ses yeux s'attardant sur les meubles modestes. Plus petit que je ne l'imaginais, mais très confortable pour toi. Emma a suivi, son téléphone déjà à la main, enregistrant. Salut tout le monde, je découvre la nouvelle adorable maison de ma sœur. Elle a narré à son public invisible, balayant le téléphone dans la pièce, me laissant commodément hors champ. Elle traitait ma maison comme une toile de fond pittoresque pour son contenu sur les réseaux sociaux, un accessoire dans l'histoire de sa propre vie. Mon père est entré en dernier, et il était tout à faire. Il portait un presse-papier avec une pile de papier soigneusement attachée. Il m'a tapé sèchement sur l'épaule. Bonjour, Zo. Content de t'avoir attrapé. Nous devons régler une partie de cette paperasse. Il n'a pas mentionné notre appel téléphonique. Il agissait comme si ses exigences avaient été parfaitement raisonnables et mon refus un petit contretemps temporaire. J'ai ressenti une vague d'incrédulité. Ils avaient apporté des accessoires, une bougie pour une affection feinte, et un presse-papier pour imposer leur volonté. Ils n'étaient pas là pour parler. Ils étaient là pour transiger. J'ai fermé la porte et je me suis tourné vers eux. Mes bras croisés sur ma poitrine. La bougie semblait froide et lourde dans mes mains. Il n'y a rien à régler, ai-je dit, ma voix calme. Ma réponse est toujours non. Mon père a soupiré. Le son d'un homme patient traitant avec un enfant difficile. Zoé, ne sois pas difficile. J'ai les formulaires ici même. Nous allons juste m'ajouter à l'acte de propriété. C'est à des fins successorales. Ça rend les choses beaucoup plus claires à l'avenir et ça protège la maison en tant qu'actif familial. Il utilisait des mots comme « succession » et « actif » pour que cela paraisse officiel et intelligent. Une fine couche de légitimité sur sa tentative flagrante de prendre le contrôle. Un actif familial, ai-je répété, ma voix légèrement plus forte. J'ai acheté cette maison. Mon nom est sur le prêt hypothécaire. Mon argent a payé la compte. C'est mon actif. Exactement. Ma mère est intervenue, manquant complètement le point. Et en tant que famille,
nous nous protégeons les uns les autres. Ton père sait mieux que quiconque ce qu'il en est de ces choses financières. Tu as toujours été si émotive. Emma a finalement baissé son téléphone, une expression agacée sur le visage. Zoé, sérieusement, quel est ton problème? Ce n'est pas comme si tu utilisais tout cet espace. Tu es célibataire. Tu es au travail toute la journée. Je pourrais emménager dans la chambre d'amis. J'aiderais même avec les charges. Ce serait une aide précieuse pour moi d'économiser de l'argent pendant que je lance mon entreprise d'influence. Elle a dit cela comme si elle m'offrait un cadeau généreux. Le plaisir de sa compagnie et l'honneur de financer ses aspirations professionnelles vagues. La pression dans la pièce était immense. Ils avaient formé un triangle autour de moi dans mon propre salon. Chacun d'eux poussant sous un angle différent. Mon père avec sa fausse logique, ma mère avec sa culpabilité, et Emma avec son sentiment de droit pur et non altéré. Le conditionnement de toute une vie, d'être la fille gentille, calme et conciliante, me criait de céder. Ce serait plus facile. Cela rétablirait la paix, aussi fausse soit-elle. Mon père a décroché un stylo de son presse-papier et me l'a tendu avec un formulaire. Il suffit de signer ici, Zoé. Ne faisons pas de cela une affaire plus importante qu'elle ne doit l'être. J'ai regardé le stylo. J'ai regardé le papier, que j'ai maintenant vu être un formulaire d'acte de cession rapide. Il essayait de me faire céder une partie de ma propriété de ma propre maison. Et puis il a prononcé les mots magiques, ceux qui ont finalement brisé le sortilège. Une fois que nous aurons fait cela, vous pourrez facilement obtenir une ligne de crédit sur la valeur nette. 60, peut-être 70 000. Ce serait le capital de démarrage parfait pour l'entreprise d'Emma. Le voilà. La vraie raison. Il ne s'agissait pas de planification successorale. Il ne s'agissait pas d'aider Emma à avoir un endroit où vivre. Il s'agissait d'argent. Il voyait ma maison non pas comme un foyer, mais comme une banque dans laquelle il se sentait en droit de puiser. Mes années de travail acharné, mes sacrifices, mes phalanges écorchées et mes nuits blanches, tout cela n'était que du capital pour qu'il le liquide pour la dernière lubie d'Emma. J'ai commencé à rire. Ce n'était pas un son joyeux. C'était sec et sans humour. Non, ai-je dit, le mot clair et aigu. Excusez-moi. Le visage de mon père s'est durci. Non, ai-je répété plus fort cette fois. J'ai posé la bougie sur la table basse avec un bruit sourd. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas un projet de groupe. C'est ma maison. Vous ne pouvez pas en avoir un morceau. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour vos combines frauduleuses, et vous ne la transformerez pas en fond de caisse noire pour Emma. Emma a haleté dramatiquement. Oh mon Dieu, tu es tellement égoïste. Je n'arrive pas à le croire. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Larmes instantanées de larmes qu'elle déployait chaque fois qu'elle perdait une dispute. Pourquoi es-tu si cruelle, Zoé, après tout ce que nous avons fait pour toi? Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Qu'avez-vous fait pour moi, ai-je rétorqué, ma voix tremblante d'une fureur qui était restée latente pendant 30 ans. M'avez-vous aidé à l'université? M'avez-vous aidé à épargner pour cette maison ou avez-vous simplement pris mon argent chaque fois que vous étiez dans le pétrin? Je me suis tourné vers mon père. M'avez-vous félicité pour mes réalisations ou m'avez-vous juste dit que c'était ce que vous attendiez? Avez-vous déjà, une seule fois, été là pour moi? Mon regard s'est posé sur tous les trois, leur visage un mélange de choc et d'indignation. Ils étaient complètement stupéfaits. Non pas à cause de ce que je disais, mais parce que c'était moi qui le disais. J'étais le décor, le paysage. Je n'étais pas censé avoir de réplique. Vous voulez parler de famille, ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à un murmure bas et intense. La famille est présente. La famille se célèbre mutuellement. La famille ne manque pas la pendaison de crémaillère de sa fille pour aller acheter à l'autre fille une voiture qu'elle n'a pas gagnée. Puis se présente le lendemain pour réclamer un morceau de la maison qu'ils n'ont pas pris la peine de visiter. Ce n'est pas une famille. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas une famille. Le silence qui a suivi a été absolu. Il était plus lourd et plus profond que n'importe quelle dispute bruyante. J'avais dit l'indicible. J'avais tendu un miroir et ils étaient horrifiés par le reflet. Ma mère a été la première à craquer. Ses larmes de manipulation se sont transformées en sanglots de colère. Tu es une enfant ingrate et méchante,
a-t-elle sifflé. Mon père a arraché le presse-papier de la table. Tu as humilié cette famille, Zoé. Tu m'as humilié. Je pense que vous avez ça à l'envers, ai-je dit doucement. Il a marché jusqu'à la porte, l'ouvrant brusquement. Emma s'est précipitée derrière lui, mais non sans se retourner pour me lancer un dernier regard venimeux. Ma mère s'est arrêtée sur le seuil de la porte, le visage tordu de rage. Tu le regretteras, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de malice. Tu le regretteras quand tu seras toute seule dans cette petite maison vide. Puis elle a claqué la porte derrière elle. Le son a résonné dans les pièces. Je suis resté figé au milieu de mon salon, mon corps tremblant d'adrénaline. La maison était de nouveau silencieuse, mais cette fois, elle ne semblait pas vide. Elle semblait claire. Elle semblait propre. Elle semblait pour la toute première fois complètement et absolument mienne. La porte claquée n'était pas une fin. C'était une déclaration de guerre. Je suis resté longtemps dans mon salon, le silence résonnant à mes oreilles, mon corps tremblant. La confrontation avait épuisé jusqu'à la dernière goutte d'adrénaline de mon système, laissant derrière elle une sensation de fragilité et de vide. Mais sous l'épuisement, une sensation nouvelle et inconnue prenait racine. Un instinct protecteur féroce. Ils avaient essayé d'envahir mon sanctuaire, et je les avais repoussés. Maintenant, je devais fortifier les murs. Mon téléphone a vibré sur la table basse où je l'avais laissé. Je l'ai pris. Le groupe de discussion familiale, un forum que j'avais principalement utilisé pour recevoir des photos d'Emma et des annonces de ses diverses petites réalisations, était en feu. C'était un assaut numérique, une attaque coordonnée conçue pour me submerger et me punir. Le premier message venait de ma mère. Je n'ai jamais eu autant honte de toute ma vie. Ton père et moi sommes dégoûtés par ton égoïsme. Papa a suivi immédiatement. Tu as beaucoup de culot de nous parler de cette façon dans ta propre maison. Après tout ce que nous avons sacrifié. Ne nous contacte pas tant que tu n'es pas prête à offrir des excuses sincères. Celui d'Emma était une capture d'écran de mon profil Instagram avec une longue légende décousue sur le fait que certaines personnes sont juste toxiques et ne supportent pas de voir les autres heureux. Une œuvre d'art de performance passive-agressive pour ses abonnés. Puis la famille élargie a commencé à intervenir. Recrutée comme soldat dans la campagne de mes parents. Ma tante, qui avait tout sourire chez le concessionnaire automobile, a envoyé un SMS, « Zoé, ta mère est en larmes. Quoi qu'il se passe, tu dois arranger ça. La famille est tout. » Mon oncle a envoyé un seul message brutal. « Montre du respect à ton père. » C'était un flot de culpabilité, de reproches et d'indignation fabriqués. Il me peignait comme l'agresseur, l'enfant ingrate qui s'était soudainement et inexplicablement retourné contre sa famille aimante et solidaire. Ma version de l'histoire n'avait pas d'importance car elle n'existait pas pour eux. Dans leur récit, mon désir de limite était un acte cruel de rébellion. J'ai fixé l'écran, regardant les messages s'accumuler. Dans le passé, cela m'aurait brisé. J'aurais été rongé par la culpabilité, désespéré de faire amende honorable, d'aplanir les choses et de restaurer la paix fragile, quel qu'en soit le coût pour moi. Mais quelque chose était différent maintenant. La confrontation n'avait pas été seulement une explosion. Cela avait été une rupture. J'ai regardé leurs mots non pas comme le cri de douleur d'une famille aimante, mais comme une boîte à outils de manipulateur. J'ai mis le chat en sourdine. Puis mon doigt planant au-dessus de l'écran pendant une seconde, j'ai quitté le groupe. La notification « Zoé a quitté le chat » m'a donné l'impression d'une petite déclaration numérique d'indépendance. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. Le presse-papier sur ma table basse était un rappel flagrant que leur sentiment de droit allait bien au-delà des SMS en colère. Ils avaient été prêts à me frauder. Il était temps d'arrêter de simplement réagir et de commencer à me protéger. Mon premier appel fut à un serrurier 24H24. J'ai besoin de faire changer les serrures de ma maison, s'il vous plaît, dis-je, ma voix claire et ferme. Dès que possible. Le serrurier, un homme aimable nommé Georges aux yeux doux, est arrivé dans l'heure. Il n'a posé aucune question en démontant efficacement l'ancienne serrure de ma porte d'entrée. J'ai pensé à la clé de rechange que j'avais prévu de donner à mes parents, une clé qui était toujours posée dans une soucoupe sur mon comptoir. L'idée m'a fait frissonner. Tandis que Georges installait le nouveau pêne dormant, le bruit de la perceuse était un son réconfortant et décisif. Quand il m'a tendu le nouveau jeu de clés, elle semblait différente du premier jeu.
Elle ne représentait pas seulement la propriété, elle représentait la sécurité. Tout est réglé, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Personne n'entrera sans l'une de celles-ci. Merci, ai-je dit. Les mots portaient plus de poids qu'il ne pouvait le savoir. Après son départ, j'ai verrouillé le nouveau pen dormant. Le bruit sourd et satisfaisant était le son d'une limite fixée dans l'acier. Ma prochaine étape était de protéger mes finances. La mention désinvolte de mon père d'une ligne de crédit sur la valeur nette m'avait terrifié. Il connaissait mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, toutes les informations dont il aurait besoin pour essayer de s'immiscer financièrement dans ma propriété. Je me suis assise devant mon ordinateur portable et avec une précision méthodique, j'ai gelé mon crédit auprès des 3 principales agences de crédit. Chaque formulaire en ligne que je remplissais, chaque email de confirmation que je recevais donnait l'impression d'être une autre brique dans le mur que je construisais autour de ma vie. Je scellais les vulnérabilités, fermant les portes par lesquelles il s'était toujours senti en droit de passer. Puis je suis passé à l'actif le plus important de tous, la maison elle-même. J'ai passé 1 heure en ligne à rechercher la fraude immobilière et le vol de titres. Ma peur a grandi en lisant des histoires de membres de la famille falsifiant des signatures ou utilisant leur procuration pour voler des biens. Mon père avait apporté un acte de cession rapide. Il était déjà un pas dans cette voie. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau du greffier du comté. Ma voix a légèrement tremblé en expliquant la situation dans les termes les plus neutres que je pouvais trouver. J'ai des raisons de croire qu'un membre de ma famille pourrait tenter de déposer frauduleusement des documents liés à ma propriété, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. A-t-il quelque chose que je puisse faire pour me protéger? La femme à l'autre bout du fil était étonnamment calme et serviable. Elle a expliqué le processus de dépôt d'une alerte à la fraude immobilière. Cela n'empêcherait pas quelqu'un de déposer un document, mais cela garantirait que je serais immédiatement informé si des modifications étaient apportées à mon titre de propriété. C'était un fil-piège, un système d'alarme. En lui donnant mes informations, j'ai senti une autre couche de protection se mettre en place. La dernière étape était la plus difficile. Les messages textes n'avaient pas cessé. Ils venaient maintenant de numéros individuels. Mon téléphone était devenu une source d'anxiété constante. Chaque vibration me procurait un choc de terreur. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai fait défiler jusqu'à maman. Pendant un instant, j'ai juste fixé le nom. Une vie de souvenirs, bons et mauvais, défilant dans mon esprit. La maman qui m'avait appris à faire du vélo. La maman qui avait ignoré mes excellentes notes. La maman qui m'avait regardé avec une telle haine dans les yeux en claquant ma porte. Avec une profonde inspiration, j'ai appuyé sur « Bloquer cet appelant ». J'ai fait de même pour mon père, pour Emma, pour ma tante et mon oncle. Un par un, j'ai fait taire les voix qui avaient dicté les termes de ma vie pendant si longtemps. Ce fut un processus brutal et douloureux. J'avais l'impression de me couper une partie de moi-même, mais je savais que ce n'était pas un membre que je sectionnais. C'était un poison que je drainais. Quand ce fut fait, la maison était vraiment silencieuse. Pas de bip, pas de bourdonnement, pas d'assaut entrant de reproches. Le calme était vaste et un peu terrifiant. Les derniers mots de ma mère résonnaient dans ma tête. Tu le regretteras quand tu seras toute seule. J'ai regardé autour de mon salon la nouvelle serrure sur la porte et les emails de confirmation sur l'écran de mon ordinateur portable. J'étais seul, mais pour la première fois, je ne me sentais pas seul. Je me sentais en sécurité. J'avais construit une forteresse, non pas de colère, mais de nécessité. Et pour la première fois depuis que j'avais tourné la clé dans la serrure, ma maison me semblait vraiment être un foyer. Les jours qui ont suivi la rupture ont été étranges et silencieux. Ma vie, qui avait été si imprégnée du bourdonnement constant et de faible intensité des besoins et des drames de ma famille, était soudainement silencieuse. Le silence était une présence physique dans la maison. Au début, c'était déconcertant. Je me retrouvais instinctivement à chercher mon téléphone pour vérifier un groupe de discussion qui n'existait plus pour moi. J'avais une pensée fugace, « Oh, maman trouverait ça drôle », avant de me souvenir que je ne pouvais pas le partager avec elle. C'était comme avoir un membre fantôme. Je continuais à tâtonner pour quelque chose que j'avais délibérément amputé. Il y avait du chagrin dans ce silence. Ce n'était pas une douleur forte et dramatique, mais une douleur profonde et vide pour la famille que j'aurais aimé avoir, la famille que j'avais passé 30 ans à prétendre qu'ils étaient.
Je pleurais un rêve, pas une réalité. La réalité était que je n'avais rien perdu d'autre qu'une source de douleur et d'obligation constante. Mais renoncer au rêve faisait plus mal que je ne m'y attendais. Pour combler le vaste vide, j'ai tourné mon attention vers la maison elle-même. J'avais été tellement concentré sur les grands projets, la peinture, les planchers, que je ne m'étais pas vraiment installé. Maintenant, j'ai commencé à déballer le reste de mes cartons. J'ai accroché des tableaux au mur, des photos d'amis de l'université, une belle gravure d'une côte que j'avais visitée une fois. Un dessin ridicule que j'avais fait enfant et que ma grand-mère avait conservé. Chaque clou que j'enfonçais dans le mur semblait être un acte de revendication de mon espace, de le remplir de ma propre histoire, de ma propre joie. J'ai passé des heures à exister simplement dans les pièces, apprenant leur personnalité. J'ai découvert que le soleil du matin inondait la cuisine, en faisant l'endroit parfait pour une tasse de café. J'ai appris que la chambre d'amis, celle qu'Emma avait si désinvoltement revendiquée, avait la lumière la plus douce l'après-midi, idéale pour la lecture. La maison n'était plus seulement une structure. Elle devenait mon partenaire dans cette nouvelle vie tranquille. Elle me tenait dans son silence, me donnant l'espace dont j'avais besoin pour guérir. Un après-midi, attiré par le carré de verdure au-delà de la fenêtre de ma cuisine, je suis allé dans le jardin. Il était petit et un peu envahi par la végétation, mais au centre se dressait le citronnier. Ce n'était pas un arbre majestueux, mais il était robuste, ses feuilles d'un vert foncé brillant. Plusieurs citrons d'un jaune vif pendaient de ses branches comme de petits ornements joyeux. Je me suis approché et j'ai passé ma main sur l'écorce rugueuse. J'avais à peine remarqué l'arbre pendant le chaos de l'emménagement, mais maintenant il semblait exiger toute mon attention. Sur un coup de tête, je suis rentré à l'intérieur et j'ai cherché sur Google comment prendre soin d'un citronnier. J'ai appris l'arrosage approprié, la taille, le type de sol dont il avait besoin pour prospérer. Le lendemain, je suis allé dans une pépinière locale et j'ai acheté une petite truelle, un sac d'engrais pour agrumer un arrosoir. J'ai passé tout l'après-midi à m'occuper de l'arbre. J'ai arraché les mauvaises herbes qui étouffaient sa base. J'ai soigneusement incorporé l'engrais dans le sol. Je lui ai donné une longue et profonde gorgée d'eau, regardant la terre sèche s'assombrir en l'absorbant. Tandis que je travaillais, les mains couvertes de terre. Un profond sentiment de paix m'a envahi. Cet arbre était une chose vivante. Il demandait si peu, juste de l'eau, du soleil et un peu de soin. En retour, il offrait de l'ombre, de la beauté et des fruits. C'était une relation simple, honnête, réciproque. Il donnait sans exiger, et il ne prenait que ce dont il avait besoin pour grandir. C'était tout ce que ma famille n'était pas. J'ai tendu le bras et j'ai cueilli un des citrons d'une branche basse. Il était lourd et frais dans ma paume. Je l'ai rentré, lavé et coupé en deux sur une planche à découper. L'odeur qui a rempli ma cuisine était piquante, propre et incroyablement lumineuse. Ça sentait le soleil. Ça sentait un nouveau départ. Le silence de la maison a donné à mon esprit l'espace de vagabonder, de passer en revue des souvenirs que j'avais longtemps refoulés. Je me suis souvenu de ma fête d'anniversaire de 10 ans. Je voulais une poupée spécifique plus que tout. Mes parents m'avaient dit qu'elle était trop chère. J'ai compris. Je ne me suis pas plainte. Mais quand j'ai ouvert mes cadeaux, il y avait la poupée. Seulement, elle était pour Emma. Un cadeau précoce pour son 8e anniversaire, qui était encore dans plusieurs mois. Elle la voulait tellement. Nous ne pouvions pas dire non. Ma mère avait expliqué, en me tendant un livre. J'avais souri et dit « merci ». Mon cœur était un petit nœud dur dans ma poitrine. Je me suis souvenu de la fois où j'ai eu la grippe au lycée. Une semaine misérable et fiévreuse. Ma mère était tellement occupée à transporter Emma à ses diverses répétitions de clubs de théâtre et événements sociaux qu'elle avait à peine le temps de m'apporter un verre d'eau. Les drames sociaux mineurs d'Emma prenaient toujours le pas sur mes besoins physiques réels. Je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai écrit ces souvenirs dans un carnet. Non par colère, mais par besoin de validation. J'assemblais les preuves, créant un registre de ma propre expérience que personne ne pourrait minimiser ou nier. Chaque souvenir était un fil, et ensemble, ils tissaient une tapisserie qui éplait clairement la vérité. Ce n'était pas un nouveau problème. C'était un schéma de toute une vie. Quelques jours plus tard, j'ai enfin traité le dernier vestige physique de la pendaison de crémaillère. Le récipient Tupperware de Chili que j'avais préparé était toujours au réfrigérateur.
Je l'avais transféré de la casserole brûlée, pensant vaguement que je pourrais le manger, mais je ne l'ai jamais fait. C'était un rappel froid et figé de ma déception. Je l'ai sorti, j'ai jeté tout le contenu dans le sac poubelle et j'ai lavé le récipient. Alors que le dernier morceau de chili tourbillonnait dans le broyeur de déchets, j'ai ressenti une libération. Je laissais tomber. J'en avais fini d'essayer de sauver quelque chose qui était gâché. Ce soir-là, j'ai pris un livre et un verre d'eau et je suis sorti sur la balançoire du porche. Les guirlandes lumineuses que j'avais accrochées pour la fête étaient toujours là, et j'ai décidé de les laisser. Elles n'étaient plus pour une fête. Elles étaient juste pour moi. L'air était frais et calme. J'ai penché la tête en arrière et j'ai doucement mis la balançoire en mouvement. Son grincement familier, un rythme réconfortant au crépuscule. Le silence ne semblait pas solitaire. Il ne semblait pas être une punition. C'était un choix. C'était le son de ma propre respiration, le bruissement des feuilles du citronnier, le bourdonnement lointain de la ville. C'était le son de la paix. C'était le son de mon retour à moi-même. Une semaine après la confrontation, le silence dans ma maison s'était transformé d'une absence en une présence. C'était un compagnon paisible et stable. La forteresse que j'avais construite tenait bon. Il n'y avait plus de SMS en colère, plus de coups inattendus à la porte. Il n'y avait qu'un rythme calme et prévisible dans mes journées. Mais la maison, aussi paisible qu'elle fût, semblait toujours inoccupée. Elle avait été purifiée d'un souvenir douloureux, mais elle n'avait pas encore été remplie d'un souvenir heureux. Le fantôme de la fête qui n'avait pas eu lieu persistait encore dans les recoins. L'idée m'est venue un mercredi soir. J'étais assise sur mon porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas que mon premier souvenir d'hôtesse dans cette maison soit celui du vide et du rejet. Je voulais le réécrire. Je voulais réchauffer ma maison avec une affection sincère, pas une obligation lourde. Cette fois, il n'y aurait pas de spectacle, pas de tentative désespérée de plaire à des gens impossibles à plaire. Cette fois, ce serait pour moi. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un message de groupe. J'ai ajouté Sarah, une femme brillante et drôle de mon équipe marketing qui avait toujours été une alliée discrète au travail. J'ai ajouté Marc, un autre collègue dont l'humour décontracté et loufoque pouvait rendre supportable même le lundi le plus stressant. Et sur un coup de tête, j'ai ajouté un nouveau contact, Madame Gable, ma voisine. C'était une femme de la fin de la soixantaine qui s'était présentée en m'apportant un petit pot de basilic le jour où j'ai emménagé. Elle avait un visage gentil et un sourire chaleureux et facile. Le texte que j'ai envoyé était simple. Salut tout le monde, pendaison de crémaillère impromptue très décontractée chez moi ce samedi. Je fournis la pizza. Pas de cadeau, venez juste comme vous êtes. Faites-moi savoir si vous pouvez venir. Les réponses ont été immédiates et chaleureuses. Sarah, je suis là. J'apporterai du vin. Quel genre aimes-tu? Marc, pizza gratuite? Tu n'as pas besoin de me le demander 2 fois. J'apporterai le dessert, a répondu Madame Gable quelques minutes plus tard, son texte écrit en majuscules. Cela semble charmant, ma chère. Je serai là. Je fais une merveilleuse trempette à cette couche. J'ai souri à mon téléphone. C'était aussi simple que ça. Pas de culpabilité, pas de pression, juste une gentillesse simple et sans complication. Le samedi est arrivé et la différence dans ma préparation était le jour et la nuit. Il n'y avait pas de cuisine frénétique, pas de tourment pour les playlists. J'ai mis mon album préféré, j'ai attaché mes cheveux en un chignon désordonné et j'ai fait un léger rangement de la maison. Je n'essayais pas de créer une expérience parfaite et soigneusement orchestrée. Je préparais simplement ma maison pour des amis. À 18h, j'ai commandé 3 grandes pizzas au restaurant local en bas de la rue. Madame Gable fut la première à arriver, pile à l'heure, tenant un grand saladier en verre de sa fameuse trempette et un sac de chips tortilla. J'espère que c'est bon, ma chère, dit-elle, les yeux pétillants. C'est ma seule astuce de soirée. Elle était vêtue d'un cafetan coloré et dégageait une chaleur maternelle que j'avais toujours désirée mais jamais reçue de ma propre famille. Elle regarda autour de mon salon et me serra le bras. Tu as déjà fait de cette petite maison un foyer. Elle a une atmosphère si paisible. Ces mots furent un baume apaisant sur une blessure que je ne savais même pas encore si sensible. Sarah et Marc arrivèrent ensemble quelques minutes plus tard, les bras chargés de 2 bouteilles de vin,
d'un pack de 6 bières artisanales et d'un gâteau au chocolat comiquement grand. On s'est dit qu'il fallait couvrir tous les groupes alimentaires essentiels, annonça Marc avec un sourire. Nous 4 nous sommes réunis dans ma petite cuisine, et la maison, qui avait été si silencieuse pendant la semaine passée, fut soudainement remplie du son facile et confortable des rires. Nous avons mangé de la pizza directement de la boîte en utilisant des assiettes en carton. Nous avons bu du vin dans ma collection de verres dépareillés. La conversation a coulé sans effort. Des histoires drôles sur notre patron aux tentatives désastreuses de Marc en matière de rencontres en ligne, en passant par la critique étonnamment détaillée de Madame Gable d'un nouveau film d'action qu'elle venait de voir. Personne ne m'a rien demandé. Personne n'a inspecté ma maison avec un œil critique. Personne n'a traité mon espace comme une extension de ses propres besoins. Ils étaient simplement là, partageant un repas et appréciant la compagnie des autres. À un moment donné, Sarah et moi étions seuls dans la cuisine, attrapant une autre part de pizza. Elle m'a touché doucement le bras. « Et, tu vas bien ? Tu semblais très stressé la semaine dernière, a-t-elle dit, sa voix pleine d'une préoccupation sincère. J'ai hésité une seconde, la vieille habitude de cacher mes problèmes revenant, mais en regardant son visage ouvert et amical, je me suis senti en sécurité. C'était juste des problèmes familiaux, ai-je dit, décidant de partager un petit morceau de vérité. J'avais organisé une pendaison de crémaillère pour le week-end dernier et bien, ils ne sont pas venus. L'expression de Sarah s'est adoucie d'empathie. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails. Elle a juste secoué légèrement la tête et a dit « Waouh, je suis désolé, Zoé. C'est horrible. » Eh bien, tant pis pour eux, cette pizza est incroyable, et je prends définitivement une 3e part. Sa simple validation, son immédiate prise de parti sans avoir besoin de toute l'histoire, signifiait plus que 1000 excuses vides de mes parents n'auraient jamais pu signifier. Plus tard, nous avons tous migré vers le salon. Marc a mis de la musique, une station folk décontractée qui a rempli la pièce d'une ambiance douce. Madame Gable racontait une histoire sur le quartier dans les années 1960. J'ai regardé la scène. Sarah riait à l'une des blagues de Marc, la tête rejetée en arrière. Madame Gable tapait du pied au rythme de la musique. La douce lueur de mes guirlandes lumineuses éclairait leur visage. Ma petite maison semblait pleine à craquer, non pas de gens, mais de chaleur. Marc a levé son verre en plastique de bière. J'aimerais porter un toast, a-t-il annoncé. À Zoé et à sa géniale nouvelle maison. Puisse-t-elle être remplie de bons amis, de mauvaises blagues et de pas de chili brûlé. J'ai ri un vrai rire profond. Sarah a levé son verre de vin. Et à de nouveaux commencements et de meilleures limites, a-t-elle ajouté, me regardant avec un sourire complice et encourageant. À Zoé, a gazouillé Madame Gable, levant son verre d'eau. Nous avons tous entrechoqué nos verres et coupes. Et à ce moment-là, entouré de la simple gentillesse de quelques bonnes personnes, j'ai enfin compris. Une maison n'est que du bois et des clous. On ne peut pas la réchauffer avec des meubles coûteux ou une décoration parfaitement choisie. On la réchauffe avec amour. Non pas l'amour compliqué, conditionnel et exigeant avec lequel j'avais grandi, mais l'amour facile et acceptant des amis. L'amour qui se manifeste avec de la pizza et du vin et une trempette à 7 couches juste parce qu'ils veulent être là. Alors que mes invités partaient plus tard dans la nuit, ils m'ont tous fait un câlin à la porte. C'était tellement amusant, a dit Sarah. Merci de nous avoir invités. Après avoir verrouillé la porte, j'ai observé le joyeux désordre de mon salon. Il y avait des boîtes de pizza vides sur la table basse, quelques assiettes en carton égarées et un gâteau au chocolat à moitié mangé sur le comptoir. La maison n'était plus silencieuse. Elle bourdonnait de l'énergie persistante des rires et de l'amitié. Elle avait enfin été véritablement réchauffée. Des mois ont passé depuis ma véritable pendaison de crémaillère. Le calme dans ma vie est devenu ma nouvelle normalité, un rythme paisible que j'ai appris à chérir. La colère que je ressentais a la plupart du temps disparu, remplacée par une sorte d'acceptation calme et triste. J'ai accepté que je ne pouvais pas changer ma famille. Mais je peux changer la façon dont je les laisse m'affecter. Ma forteresse de limites a tenu bon et à l'intérieur de ces murs, j'ai commencé à construire une vie qui est vraiment la mienne. De temps en temps, un email ou un SMS d'un numéro inconnu me parvient. Ils proviennent généralement de ma mère. Les messages ne sont plus en colère. Ils ont évolué vers une forme de manipulation plus douce, plus insidieuse. Tu nous manques, Zoé.
J'ai vu une petite fille avec sa mère aujourd'hui et cela m'a fait pleurer en pensant à toi où la famille est éternelle quoi qu'il arrive. J'espère que tu t'en souviendras. Dans le passé, ces messages m'auraient plongé dans une spirale de culpabilité. Je les aurais vus comme des branches d'olivier, comme des signes que je devais être celle qui comblerait le fossé, mais maintenant je les lis et je les vois pour ce qu'ils sont, des tentatives de me ramener sans jamais prendre leurs responsabilités. Ce sont des excuses pour leur propre douleur, pas pour la douleur qu'ils m'ont causée. Ils regrettent le rôle que je jouais dans leur vie. La fille fiable, le filet de sécurité financier, le personnage de fond stable. Je ne suis pas sûr qu'ils sachent même comment me manquer. Je supprime les messages sans répondre. Ma vie est plus petite maintenant, mais elle est aussi infiniment plus riche. Mes amitiés avec Sarah, Marc et Madame Gable se sont approfondies. Nous avons des soirées pizza régulières. Madame Gable m'a appris à tailler correctement mon citronnier. Marc m'a aidé à accrocher un lourd miroir dans mon couloir. Sarah est devenue la sœur que j'ai toujours voulu, celle que je peux appeler pour les bonnes ou les mauvaises nouvelles, sachant qu'elle me rencontrera avec un soutien indéfectible. Je construis lentement une famille choisie, bâtie sur le respect mutuel et une affection sincère. Ma maison ressemble à un reflet de cette nouvelle vie. Elle est remplie de choses qui me rendent heureuse. La plante en pot de Madame Gable est sur le rebord de ma fenêtre, prospère. La chambre d'amis n'est plus un lit de fortune potentiel pour Emma. C'est mon bureau à domicile, un espace créatif où j'ai recommencé à écrire, un passe-temps que j'avais longtemps abandonné. La porte d'entrée avec son solide verrou est un symbole de mon droit de décider qui entre dans ma vie. Parfois, lorsque je suis sur la balançoire du porche le soir, je pense aux derniers mots de ma mère. Tu le regretteras quand tu seras toute seule. Elle pensait que la solitude était la punition ultime, le pire sort possible. Elle n'a jamais compris que pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à se sentir seul dans une foule, la solitude pouvait être un cadeau. Être seul n'est pas la même chose que se sentir seul. Je regarde ma petite maison bleue, les guirlandes lumineuses projetant leur douce lueur. Je regarde le citronnier, ses branches maintenant chargées de nouveaux fruits verts. C'est ce que j'ai construit. Pas seulement la maison, mais la paix en elle. Ma mère avait tort. Je ne ressens aucun regret. Je me sens libre. La famille n'est pas éternelle quand elle vous traite comme un actif à liquider. Elle n'est pas éternelle quand elle exige votre silence et votre sacrifice comme prix d'entrée. La vraie famille, j'ai appris, est le soutien tranquille et stable de ceux qui veulent que vous brillez, pas que vous restiez dans leur ombre. Ce sont les gens qui se présentent, non pas avec des presse-papiers et des exigences, mais avec de la pizza et de la gentillesse. Je prends une profonde inspiration de l'air frais de la nuit. La vie que j'ai n'est pas celle qui m'a été donnée. C'est celle pour laquelle j'ai lutté. C'est celle que j'ai choisie. Et tandis que je regarde mon petit sanctuaire calme et parfait, je chuchote ces mots dans l'obscurité. Non pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. Je me suis présenté pour moi. Alors, si vous avez déjà été exclu par les personnes même pour lesquelles vous avez sacrifié, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et racontez votre histoire dans les commentaires. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire leur maison.